Salut mes horussoïdes. Aujourd'hui, on va prendre une petite demi-heure et puis on va faire ensemble la lecture de ce comic book des éditions Héritage, donc Les Vengeurs, qui est une traduction de, d'un comic américain de Marvel, donc The Avengers numéro 16 de mai 1965, mais en fait, c'est une reprise, c'est une traduction d'un comic de Marvel UK, qui lui-même était un reprint du Avenger de Marvel. Et puis, donc, c'était, ouais, c'est ça. Donc, on va parler d'Héritage un petit peu. Donc, Héritage, c'était la compagnie qui, au Québec, nous présentait les titres de Marvel. Euh, la plupart des titres, une grande quantité des titres de Héritage étaient des titres de Marvel. Il y avait aussi des titres de Archie Comics, puis un peu plus tard, ils ont eu des titres de DC. Et puis, c'était le 24e titre que la compagnie Héritage ont décidé de publier. Et puis, il y avait cette petite différence. Donc, je ne sais pas si c'était pratique courante là, pour les comics héritage d'être imprimé, d'être copié à partir de Marvel UK ou si c'était juste quelque chose de spécial pour ce comic des Vengeurs. Je serais curieux de savoir ça. Si vous avez une réponse, là, peut-être vous pourriez en parler dans les commentaires. Mais ce qui est sûr, c'est que ce comic des Vengeurs était un peu particulier pour plusieurs raisons. Donc, premièrement, le format était différent des autres formats que Héritage publiait. La plupart des formats d'Héritage avaient un format de comic book traditionnel, là, comme ce merveilleux World Finest comic ici. Puis on voit que le comic de Héritage est un petit peu plus grand et puis pas mal plus large. Et puis, ben, c'est pas le comic de Marvel lui-même était d'un format normal. Donc, l'explication pourquoi ce comic est plus grand, ben, je la connais pas. Pourquoi jusqu'au numéro 27, si je ne m'abuse, les comics étaient plus grands. Et puis, une autre particularité de cette série-là, c'est que, contrairement à la plupart des titres de héritage Marvel, donc qui étaient décalés d'à peu près 18 mois, là, donc si, mettons que ce comic des Vengeurs est sorti en août 75, mais à ce moment-là, on lisait sûrement les comics de janvier 74 dans les autres, comme dans les Spider-Man, dans les Thor, ou même dans le Capitaine America, donc dans le Iron Man. Donc, il y avait un décalage de 10 ans de la série Vengeurs par rapport aux autres séries. Et puis, ben, tout jeune, j'y comprenais pas grand-chose, mais on voyait qu'il y avait quelque chose qui était différent un petit peu. Et puis, ben, cette différence aussi, c'est clairement dû à la qualité de l'art qui était très différente dans les comics Marvel au début des années 60 versus le début, mi-60 versus mi-70. La qualité des artistes, la qualité de l'art avait beaucoup changé. Et puis, dans ce comic-là, c'est Dick Ayers qui fait les encres de Jack Kirby. On va y revenir tout à l'heure, là. Et puis, Dick Ayers, ben, c'est un gars un peu de la vieille école, si on veut. Donc, si on veut, on va parler un petit peu de Dick Ayers. Donc, Dick Ayers, il a commencé sa carrière en 1942 à l'âge de 19 ans. Un journal de militaire qui s'appelait Radio Post. Donc, il faisait du comic book de propagande militaire. Après la guerre, il a travaillé avec l'auteur Ray Crank, puis ensemble, ils ont créé un titre qui est considéré aujourd'hui comme le premier western d'horreur dans le monde du comic book, et puis dans lequel son personnage qu'il a inventé avec Crank, le Ghost Rider, avait ses aventures, donc à partir de 1949 chez Magazine Enterprises. Et puis le Ghost Rider, ben, c'est pas le Ghost Rider auquel on pense là, quand on entend ça, donc le motocycliste avec la tête de crâne de feu, là. Mais c'était un cow-boy qui se promenait dans la nuit, et puis tout vêtu de blanc, avec une cagoule. Donc, je ne sais pas si ça vous donne un petit peu idée de l'ambiance. Et puis, ce personnage-là, donc, a passé d'une compagnie à l'autre. Il a été très populaire. Et puis, ça l'a fait un peu succès, je devine, dans le monde du comic book là, de Ayers.
Et puis, ça y a ouvert la porte, entre autres, à Atlas, qui est le prédécesseur de Marvel, pour qui il a travaillé pendant les années 50, puis il a fait beaucoup d'horreur de science-fiction, là, qui est un peu le seul genre d'horreur qui est encore permis dans le comic book après War Tam, là, puis The Seduction of the Innocents. Puis donc, vite fait, là, pour finir avec Ayers, donc il a travaillé il a fait un revival de Human Torch au début des années 50, quand Atlas essayait de repartir un peu ses super-héros de la grande époque de Timely. Et puis donc Ayers a été surtout, on l'a vu beaucoup dans les années 60-65, parce que c'était lui, c'était le second inker officiel de Jack Kirby, donc il a travaillé sur une grosse quantité. On sait que Kirby, c'est le plus gros producteur de tout le comic book américain, clairement. Là. Il produisait souvent 4 séries par mois, 5 séries par mois, là, il n'arrêtait pas. Et puis en tout cas, donc Dick Ayers, après ça, a eu la série Sergeant Fury Howling Commandos par Marvel. Et puis il l'a tenu à lui tout seul, donc c'est lui qui il écrivait pas, mais il dessinait puis il ancrait pendant 10 ans. Donc, c'est pour ça qu'on ne le voyait plus tellement dans les autres comics. Puis, tout ça pour dire que... Puis, vite fait, il est mort en 2014, mais il avait été reconnu dans le Will Eisner Comic Book Hall of Fame. Donc, c'est un des grands là, du médium. Et puis, donc, vite fait, donc, c'est ça. Donc, dans ce comic-là, dans les Avengers, avant ça, les Vengeurs, on nous présentait une série qui était avec Thor, Iron Man, Captain America, qui sont les gros, puis Hulk aussi à un moment, très court moment au début, et puis qui étaient eux les gros canons là, de l'univers Marvel, hein, les gros vendeurs, et puis Giant Man, qui était avant Ant-Man, et puis qui a changé d'identité souvent avec sa compagne de Wasp, qui eux étaient beaucoup moins populaires. On remarque à travers l'évolution du personnage que Marvel essayait tout le temps de le renouveler, de le réinventer, probablement parce qu'il aurait aimé qu'il y ait du succès. Mais au début, il avait son propre titre dans Tales to Astonish, et puis tranquillement, il était phasé out, comme on dit, puis on le voyait juste des Vengeurs. Puis il changeait d'identité constamment, changeait de costume constamment, et puis c'est ça. Donc c'est quand même un personnage fondateur du Marvel Universe par sa durée de vie, mais il n'a jamais été vraiment la grosse vedette. Moi, quand j'étais tout jeune, c'était mon préféré. Et puis, donc, ça va m'amener justement à notre première page, ici, où il y avait justement ce costume qu'on n'a pas vu très souvent, puis que moi, je comprenais pas trop tout jeune pourquoi il changeait constamment de costume, mais celui-là, je l'avais bien aimé. Donc, voilà. Donc, l'histoire commence le mois d'avant, il se battait contre The Brotherhood of Evil, qui était les Baron Zemo et puis ses henchmen. Et puis Zemo est parti en Amérique du Sud avec comme otage Rick Jones, qui est un peu le sidekick de Captain America dans cette période-là, qui était avant ça originalement le sidekick de Hulk, et puis qui est lui-même une prolongation d'un personnage des années 50, si je ne m'abuse, là, de Atlas. Et puis donc, ils sont partis en Amérique du Sud, et puis ils sont pas là. Donc voilà, les Avengers sont maintenant face à face avec les 4 membres qui restent du Brotherhood of Evil. Donc on voit Thor ici là, qui dit... qui les dit que par la force, on n'y arrivera pas, et puis qu'il pense à cette technique Donc, on voit ici The Melter, qui était un vilain d'Iron Man, qu'on retrouvait donc dans les pages de Tale of Suspense, si je ne m'abuse. Oui, Tale of Suspense. Et puis, on voit qu'il est très méchant, puis très fâché. Ici, là, il fait fondre le poteau. Hein? C'est quand même... Donc, Thor, il se dit, hey, ça va faire, là, on va éviter des dégâts collatéraux comme ça. Et puis là, ben, il fait un portail avec son marteau en le faisant virevolter très rapidement. Et puis là, il sépare malencontreusement, c'était pas très judicieux finalement comme calcul, il sépare Black Knight et puis Melter de Enchantress et puis Executioner. Et puis ils s'en vont dans une autre dimension, puis il laisse derrière eux, très maladroitement donc, 2 Asgardiens sans supervision dans la ville de New York. Maintenant, qui c'est ces 2 personnages-là? Sûrement que si vous avez lu des comics Marvel, vous les connaissez un peu.
c'est The Enchantress, l'Enchantress, et puis The Executioner, donc l'Executioner. Ces personnages-là, c'est des personnages forts dans les séries de Marvel, de Thor particulièrement. Donc, étant des Asgardiens, c'est des antagonistes de Thor. On les voit souvent dans les pages de Journey into Mystery à cette époque-là. Et puis, une petite note particulière, ben, on se rappellera que The Executioner a été joué par Carl Urban dans Thor Ragnarok, dans lequel il était quand même un rôle intéressant. Et voilà. Donc, et puis, une autre note ici, donc, on voit les Avengers qui sont dans, je sais pas où, mais ailleurs, avec les deux membres qui restent du Brotherhood of Evil, qui vont manger toute une volée, comme on dirait par chez nous. Et puis donc, boum, 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 1, 2, 3, 4, et les deux sont bien attachés. Si on le voit se faire ficeler comme une petite poupée ici. Je vais prendre le temps de cette belle pause ici pour vous parler du Black Knight, qui est un personnage qui date lui aussi des années 50, de Atlas probablement aussi. Ça, c'est sa deuxième incarnation qu'on retrouve chez Marvel dans les années 60. C'était un vilain de Giant Man. Donc, on le retrouvait de temps en temps dans les pages de Tales to Astonish, dans lequel il se battait contre Giant Man et puis The Wasp. Et puis, voilà. Ici, donc, on nous ramène à l'Amérique du Sud, où ici, là, donc, à l'Amérique du Sud, où ce que Captain America est après enterrer le baron Zemo, qui était son némésis, un méchant nazi, donc antithétique un peu du personnage. Et puis, juste une petite note rapide ici, là. Ici, c'est sur le comic de Héritage, c'est marqué récit antérieur. Normalement, dans un comic de Marvel, ici, il y a le X, donc il fait un commentaire, puis là, il fait le X, ça rapport à ça. Donc, dans un comic de Marvel, il y aurait eu une note, probablement, voir Tales of Suspense numéro 55, en référence à ce qu'ils veulent dire. Et puis, ou plutôt même celui qui était de ce mois-là, là, donc Tale of Suspense 59 ou quelque chose comme ça. On est rendu où, là, donc? Tale of Suspense 50... Non, non. Ok, je sais pas. En tout cas, whatever. Donc, l'idée, c'est que c'était pour vendre une autre série de Marvel. Donc, c'est ces petites notes-là de bas de page qui faisaient référence à d'autres comics, qui étaient la colle qui tenait, au moins en tout cas dans un sens marketing, mais clairement dans un sens narratif aussi, qui tenait ensemble le gâteau qui était le Marvel Universe. Donc toutes les histoires étaient reliées entre elles par ces petits carrés-là, puis aussi évidemment par les personnages là, qui sautaient d'une histoire à l'autre. Et puis ça l'a été, ça je sais pas, peut-être je me trompe, mais je pense que c'est la particularité, ou en tout cas c'est clairement Stanley puis Marvel qui ont parti cette mode. Et puis est-ce que c'est eux autres qui l'ont fait en premier? Ben ça, encore une fois, je ne le sais pas exactement. Si vous avez des données là-dessus, peut-être que vous pourriez nous en parler dans les commentaires en bas. Donc ici, on voit le bon Capitaine America, Superman arien, qui est debout dans sa supériorité super-héroïque, et puis les pauvres sauvages qui comprennent rien, qui sont en vénération totale devant ce super-héros tricolore. Donc, un peu stéréotypé, hein, comme on peut deviner. Donc, ils s'en vont là et ils se font lancer une grenade. Il réussit à la déjouer avec son bouclier imbrisable, indestructible. Et puis là, qu'est-ce qu'on voit arriver? Ben, les mercenaires de Zemo qui running wild, un peu comme on pourrait dire, donc qui savent plus trop quoi en faire, puis qui attaquent le Capitaine America qui essaie de repartir vers son pays. Et puis, comment savoir que c'est des méchants? C'est très facile. On a juste à regarder le casque. C'est des nazis, donc ils sont très méchants, ces gens-là. Et puis donc, whoop, c'est pas long que Capitaine America les remet à leur place, mais ils détruisent l'avion avant de s'en aller. Donc, le Capitaine America, il dit, j'ai une idée, t'inquiétez-vous pas. Donc, eux ici sont après faire un meeting, et puis sont après dire que, ouais, mais là, il faudrait peut-être commencer à penser à nous retirer. Ils pensent à passer à d'autres choses, autrement dit. Et puis, justement, à ce moment-là, ben, il y a de la fumée qui rentre sous la porte. Et puis, qui est-ce qu'on voit pas qui vient de lancer cette flèche fumigène? Ben, c'est Hawkeye, un personnage qui était un vilain d'Iron Man qu'on retrouvait dans les pages de Tales Suspense, encore le mois juste avant ce comic book de Marvel, donc juste avant 1965. Donc, en avril 1965, on le retrouvait dans les pages
de Tales of Suspense, il se battait contre Iron Man encore une fois, c'était pas la première fois. Mais c'est toujours un peu... il va derrière, à contre-cœur un peu. Et puis je devine que c'est une technique que Stanley avait parce qu'on va retrouver la même technique avec les deux autres personnages qui vont venir après. Puis c'est donc de prendre ces vilains qui sont assez populaires avec l'auditoire, avec le lectorat, et puis de les essayer comme héros, autrement dit. Donc c'est un peu le but de tout l'exercice de ce numéro-là. Donc c'est le... On revient un peu à la couverture une seconde, là. Nouvelle formation. On était habitué donc d'avoir ces trois-là avec Hulk, puis Wasp en premier, et puis après, Hulk est parti, Captain America est arrivé. Et puis là, ben, ils changent l'équipe complètement. Eux, ils partent, les vieux partent. Puis, donc, le titre a été lancé avec tous les titres, avec tous les personnages canons de la série, de l'univers Marvel. Mais là, dès que le titre a eu le vent des voiles un peu, les gros personnages se sont enlevés pour essayer de laisser la place à des nouveaux personnages. Donc, c'est du marketing, encore une fois, mais c'était du storytelling intéressant quand on était enfant. Donc, oui, hein, c'est un niveau de lecture enfantin. Je vais y revenir un petit peu plus tard, là, mais c'est très loin au niveau narratif de ce à quoi on a été habitués, nous, à l'époque post-Miller et puis post-Alan Moore. Là, je veux dire, je vais régler ça tout de suite là, pendant qu'on y est. Donc, c'était... la chose qui primait dans la production de ces comic books mensuels, c'était justement ça. C'était leur mensualité, leur sérialité, on dirait. Puis ce qui était surtout important dans le comic, c'était oui de faire la promotion de nouveaux personnages, puis d'acquérir surtout des nouveaux lecteurs, il faut le dire, puis de garder ceux qu'on a. Mais c'était que le premier panneau fit avec le dernier panneau du mois dernier. Et puis donc, par logique même, que le dernier panneau s'enligne avec le premier panneau du mois prochain. Donc, puis que le comic sorte à temps. C'était ça vraiment, les deux priorités de la production de ces comics-là. Et puis, avec un peu de recul, bon, on pourrait dire que ça paraît, hein, on y reviendra. Là. OK, donc on retourne dans notre histoire. Donc, on était rendu où, le Whoomp? On a passé ça ici, on était déjà rendu à Hawkeye. Donc ici, ici, dans le comic en anglais, on dit il a envoyé une caméra sous-marin nucléaire, etc., etc. Dans celui-là ici, c'est bon, on en parle simplement pas. C'est juste la caméra qui descend qui appelle Submariner. Donc, il essaye de recruter Submariner. Il dit non, no, thanks, but no thanks. Là, merci, mais non, merci. Et puis, il dit quel prince. Et puis, il aurait fait un grand vengeur. Ouais, ben, c'est ça. Il va revenir hein, dans le grand futur. Et puis donc ici, on va dans quelques montagnes nordiques de l'Europe. Un gars qui arrive en courant très vite avec des longues couettes. Et puis sa sœur, dont on n'entend pas l'accent, mais je vais vous le dire, elle a un accent centre-européen. Et elle s'appelle Wanda Maximoff. Elle est devenue très populaire récemment depuis qu'elle a pris la vedette de son petit show de télévision WandaVision. Et puis ça, c'est son frère Pietro. À cette époque-là, c'était juste deux mutants qui étaient dans le Brotherhood of Evil. Donc, c'était des vilains qu'on retrouvait dans les pages des X-Men. Et puis, encore une fois, ils nous sont présentés ici comme des vilains qui étaient à contre-cœur un peu. Ils étaient un peu manipulés par le méchant Magneto. Et puis finalement, c'est leur chance de se faire accepter dans la société. Donc, ils écrivent instantanément, sont transformés en costume d'un panneau à l'autre. Merci, pas de question. Et puis donc, il dit, ah oui, on se battait contre les gentils X-Men, c'est pas parce qu'on était méchants, etc., etc. Puis ils envoient la petite lettre. Donc ici, on voit les journalistes, les Vengeurs qui sont là, puis ils disent, on est là pour vous dire une petite nouvelle. On va changer le line-up des Avengers. Et puis le premier qui va être là, ça va être Hawkeye, qui a passé tous nos tests et puis qui a été approuvé par les agences. Et puis, félicitations. Là, ils reçoivent du courrier. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que ce dessin représente, là, mais il y a un sac de courrier qui est là, dans le panneau, et puis comme s'il volait dans les airs, probablement, ou quelque chose comme ça. Et puis donc, on retourne à Captain America, qui fait du Tarzan un peu avec son éternel sidekick, souffre-douleur. C'est toujours lui qui est la belle en détresse. Là, s'il y a quelqu'un qui se fait prendre en otage, ça va être Rick James, c'est sûr. Malgré qu'à la fin, plus tard dans sa carrière, il devient lui-même un super-héros, à plusieurs reprises d'ailleurs, mais on en reparlera. Et puis donc, les animaux, le gros méchant léopard, clong, voilà, avec le bouclier du Capitaine America.
Donc, il réussit à avoir un lift en Jeep grâce à qu'il a sauvé la vie du gars. Et puis, donc, ici, il y a Quicksilver et puis Scarlet Witch qui descendent du bateau attendu par Tony Stark. Quicksilver qui fait un peu son show-off pour montrer comment il est puissant. Là, Tony Stark qui fait remarquer qu'il n'est même pas essoufflé, que c'était épatant. Et puis ici, Tony Stark met son belle armure. Ici, donc, on voit Captain America qui arrive dans un petit avion, que je ne sais pas trop ce qu'il a pris, mais le voilà. Dans la voiture. Après ça, ici, petite passe intéressante. Donc, il arrive, il dit « Oh, il y a trop de monde, je ne veux pas perdre une seconde. » Fait que là, il saute par-dessus la foule pour passer par le balcon du 2e étage. Et puis, je vais vous dire, quand que j'étais enfant, ben, on se projetait dans ça. Moi, je voyais ça, puis je me voyais moi-même sauter par le balcon. Et puis, ça fonctionnait, même si on voit que l'art était très rudimentaire, surtout en noir et gris, là, comme ça, si on peut dire, en monochrome. Donc, Captain America saute par-dessus toute la foule, descend en courant, rentre par la fenêtre comme un acrobate, descend en courant pour arriver en bas pour dire à Rick « Ah, je t'ai attendu avant de rentrer. Ouais, » OK. Fait que donc, ça a plus ou moins de sens. On voit que ça nous montre un peu, selon moi, là, que ça nous démontre un peu les faiblesses de ce qu'on appelait finalement la méthode Marvel, qui était un peu... Ouais, donc, la méthode Marvel où c'était finalement le dessinateur qui racontait l'histoire. Et puis, Stanley faisait juste remplir les bulles à la fin avec des histoires. Hein. Il pouvait peut-être dire avant, ce mois-ci, on fait un nouveau line-up des Vengeurs, tu vas rapper l'histoire de la semaine passée, puis c'est ça, puis le nouveau line-up, ça va être tel, 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 tel. Et puis là, ben, Kirby partait avec cette idée-là, puis il arrivait des panneaux, puis là, Ayers les inkait. Et puis c'est ça aussi, tout à l'heure, j'ai oublié un petit point, donc on parlait que les comics de Vengeurs étaient en phase, déphasés un peu de 10 ans, plutôt que la plupart des comics héritage de 18 mois. Puis donc, au niveau narratif, ça faisait un décalage qui était un peu bizarre, mais aussi, au niveau artistique, ça faisait un décalage qui était bizarre, puis donc... Oui, Ayer était un gars qui était super connu, donc il était engagé pour faire ces trucs-là, il était assigné à travailler avec Kirby en semi-permanence, mais il y avait un style un petit peu vieillot, puis moi, quand que je regardais ça, ben, ça clashait un peu là, avec les comic books qu'on lisait à cette époque-là, que c'était les Spider-Man de la grande époque de Romita, les Fantastic Four avec Joe Sinnott, et puis... donc vraiment... ça clashait. Et puis aussi, un autre truc, c'est que même si on avait vu des comic books de Kirby, dont moi, à cette époque-là, enfant, je n'étais pas vraiment un fan, mais aujourd'hui, je peux voir la différence. C'est même plus marqué, c'est complètement total entre ce que Kirby faisait en 1964 et puis ce qu'il faisait, mettons, en 1970 ou en 1972. À partir de 66-67, Kirby a atteint un niveau de maîtrise qu'on retrouve pas vraiment là, dans ça. Puis donc, tout ça pour dire que ça faisait un décalage important, puis ça faisait que ça paraissait vieillot, puis aujourd'hui encore, ben, moi je le vois encore davantage peut-être aujourd'hui. Là. Donc, vite fait, on retourne dans l'histoire. Donc, ici, il présente le nouveau line-up au public. Iron Man qui s'en retourne vers les pages de Tales of Suspense. Et puis Giant Man et puis The Wasp qui s'en retournent vers les pages de Tales to Astonish. Et puis donc ici, on nous présente le nouveau line-up des Avengers. Et puis... j'ai oublié ce petit panneau ici, là. J'ai passé par-dessus. Donc, on voit les vilains avec lesquels les Vengeurs ont eu affaire là, depuis les derniers 18 mois à peu près depuis lesquels qui existent. Donc, on voit des Enchantress et puis Executioner qui sont restés dans la ville tout à l'heure. On voit The Mole Man, qui est un ennemi des Fantastic Four, dont les Avengers sont battus avec, je me souviens plus trop où, quand. Puis, quelque chose d'intéressant, c'est qu'ici, on voit Immortus, puis ici, on voit Kang the Conqueror. Et puis, plus tard, ils ont été rétro-ingéniés autour des années 70 comme étant le même et unique personnage à 2 points différents dans l'histoire. Donc, lui, c'est dans le moyen futur, puis lui, c'est dans le loin futur. Puis lui, il essaie de réparer les torts que lui causait, en tout cas. Histoire intéressante, mais ça n'existait pas du tout à ce moment-là. Mais à ce moment-là, c'était simplement 2 personnages différents.
Puis, donc, à la fin du comic, on a un beau ici, un beau petit pin-up de Thor, qui était des grosses vedettes de Marvel. Puis ici, on a, donc, à la fin du Avengers, ils nous mettaient aussi une histoire de Doctor Strange qui était probablement issue de Strange Tales. Il n'y avait pas eu encore lui aussi. À cette époque-là, il n'y a aucun. En 65, d'où ces comics-là sont publiés, aucun des héros principaux avait eu une série à son nom encore. Malgré qu'ils avaient tous pas mal leur propre rôle, leur propre position dans un titre chacun. Puis juste pour finir vite fait, on parlait tout à l'heure de Dick Ayers, au début, qui a inventé le personnage Ghost Rider. Ben, Ghost Rider, au début, c'était. Ben, ça c'est le Ghost Rider. Et puis donc, quand que Marvel est arrivé avec leur personnage Ghost Rider, qui est le personnage qu'on connaît, là, donc le motocycliste avec le crâne en feu, ben c'est un personnage qui était immédiatement très populaire. Puis donc, le nom Ghost Rider lui est resté à lui. Et puis le personnage de Ayers pouvait plus s'appeler Ghost Rider. Et puis ils ont eu la brillante idée, allez deviner, de l'appeler Knight Rider pour un court temps. Et puis, ben oui, Knight Rider, c'est également le nom qu'on donne aux membres du Ku Klux Klan, qui eux aussi portent des cagoules, des uniformes, des vêtements blancs, aux apparences fantomatiques, puis se promènent sur des chevaux dans les prairies américaines. Et puis, donc, ça a été assez mal perçu, et puis ils l'ont renommé le Phantom Rider. Et puis, on le retrouve encore une fois de temps en temps dans les pages des comics Marvel, mais en fait, c'est surtout dans les années 70, 60, mais surtout 70, que ces titres-là ont été assez populaires. Là. Marvel avait toujours 3-4 titres de western, et puis il était pas rare là, qu'on voyait les personnages des univers western interagir avec entre autres un crossover avec les Avengers, là, plusieurs années plus tard. Ben, ça va être ça. C'était la lecture de ce Vengeur. J'espère que vous avez apprécié. Si vous aimez le contenu, laissez un petit like. Vous pouvez même vous inscrire. Si vous avez quelque chose à rajouter, une question à poser, ben, vous pouvez laisser ça en commentaire. Et puis, soyez le changement que vous voulez voir. Et puis, n'oubliez pas de continuer à lire des comics.